Bonsoir à toutes et tous. C'est un nouveau webinaire des éditions du Croquant que nous allons partager aujourd'hui. C'est toujours la même formule depuis maintenant pas mal de temps, depuis le confinement, premier confinement, il y en a eu d'autres. L'idée, c'est de présenter des ouvrages récents en compagnie des autrices et des auteurs, d'échanger, de donner envie de découvrir ces recherches et de le faire tout en partageant nos questions qui émergeront au fur et à mesure de la présentation. Et, euh, et avec le temps, on voit que ça marche plutôt pas mal. On continue, sachant que bientôt, c'est promis, on va se retrouver en librairie et dans les cafés où on a l'habitude de faire les présentations des livres. Ça arrive bientôt, là, on est en train pour parler, pour le faire à la rentrée. J'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble très bientôt. Alors, pour ce nouveau webinaire que je présente en tant que gérant, co-gérant des éditions du Croquant, et par ailleurs sociologue, donc très intéressé par les questions qui sont traitées dans l'ouvrage. Donc, c'est un webinaire qui a vocation à présenter un ouvrage qu'on vient juste de publier, Déclin urbain, la France dans une perspective internationale. Nous sommes ravis d'accueillir les trois co-directeurs de l'ouvrage. Donc, Vincent Béal, sociologue et politiste, à l'Université de Strasbourg, à l'UMR Sage, Nicolas Cauchy-Duval, qui est démographe à l'Université de Strasbourg, toujours à l'UMR Sage, et Max Rousseau, politiste et géographe au CIRAD, à l'UMR Art Dev. Alors, ils viennent de publier cet ouvrage, cet ouvrage collectif, un déclin urbain, la France dans une perspective internationale, qui est un formidable outil d'objectivation d'un processus macroscopique qui ne peut pas laisser indifférent tant il affecte les existences de tant de populations. Il est difficile en effet de passer à côté de cette lancinante déploration devant l'effondrement plus ou moins brutal des villes, petites et moyennes. Ça saute aux yeux, les commerces ferment, l'ennui domine, les gens fuient, les centres se paupérisent, etc. Vous avez souvent ce tableau apocalyptique qui est énoncé dans la presse, notamment lors des échéances électorales. Ça fait partie des poncifs, des lieux communs. Par exemple, lors des municipales de 2020, avant et pendant la crise pandémique, le thème a été ravivé, de cette idée qu'il y aurait un déclin dans les villes, avec son lot de monde d'après, enfin ça c'était avant, de nécessité de relocaliser, de soutenir le commerce de proximité, le développement des mobilités dites actives, en même temps que sur des collets les ventes du commerce en ligne et l'usure du télétravail. Et on y est encore ce soir, d'ailleurs. Bref, c'est déjà le monde d'avant, semble-t-il, et la déclinite à tous les étages. Ou pas, les journaux de la presse bourgeoise font leur miel de ces trajectoires d'urbains décentrés, en recherche de campagne, mais connectés. Ces bi-résidentiels qui ont retrouvé le bonheur dans le pré, qui refusent l'assignation à résidence principale. Ces clichés mériteraient bien des déconstructions, mais en tout cas réactivent les problématiques traitées dans ce volume très précieux et très volumineux, près de 500 pages d'enquête serrée, dans une perspective de comparaison internationale, qui nous sortent de notre quant à nous franco-français, ce qui n'est pas anecdotique, et qui nous permettent de comprendre les dynamiques sociales observables à l'échelle de ces territoires. Alors ce prisme-là, il est très ancré dans la réalité, permet aussi de rompre avec cette vision décliniste par la monstration aussi de situations nombreuses, autrement plus réjouissantes. Ces villes, loin du tableau que j'évoquais, déclinogène, peuvent fonctionner comme autant de friches et de laboratoires. Des expériences de reprise en main se font jour par des collectifs engagés pour la justice sociale, l'écologie populaire, des associations de résidents qui veulent faire les choses autrement par l'action sociale, le concernement sur des causes d'intérêt général, etc. Donc tout n'est pas perdu, heureusement. On ne va pas déprimer tous ensemble ce soir. On le constate, et c'est pourquoi cette lecture intéressera autant les spécialistes de ces questions, les universitaires, mais aussi les lectrices et les lecteurs qui sont directement aux prises avec ces réalités. Alors, j'en dis pas plus. Je vais laisser nos trois auteurs, que je remercie d'être venus présenter ce soir. Je vais laisser exposer les grandes lignes, les lignes de force de ce livre, qui peut compter dans les temps qui viennent, puisque ces questions sont, encore une fois, et je le répète, vraiment centrales.
Donc, je les laisse présenter chacun à leur tour. Enfin, ils se sont organisés pour la présentation du livre. Donc, vous avez une petite trentaine de minutes, après quoi je lancerai la discussion et libre à l'audience de formuler des questions et de le faire dans le petit module de discussion qui est disponible. Et moi, je verbaliserai les questions seront transcrites. Donc, merci encore et je vous laisse le micro pour une trentaine de minutes. Ok, merci Arnaud. Je commence, Max et Nico. Ouais. Allez, très bien. Merci Arnaud et merci à ceux qui sont venus ici pour écouter et participer à ce webinaire, hein. Donc, nous, on est super contents déjà d'être là, même si c'est en visioconférence. On est super contents aussi que l'ouvrage soit enfin publié, hein. Ça nous tenait à cœur que l'ouvrage soit publié aux éditions du Croquant, hein, parce qu'on voulait à la fois une maison d'édition qui reste une maison d'édition militante et une maison d'édition qui touche un public un peu plus large que le public simplement académique, hein. Donc, on est vraiment content de ça. Et on est content parce que c'est aussi l'aboutissement d'une recherche collective au long cours sur ces questions de ville en déclin, ville en décroissance, hein, une recherche qu'on avait débutée avec un projet ANR qui a impliqué tout un tas de collègues à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, à Saint-Étienne. Donc, on est content d'avoir enfin le résultat sous les yeux. Alors, cette recherche, hein, ce livre, hein, il s'intéresse au déclin urbain, aux villes en déclin, aux villes en décroissance. Alors, je ne vais pas les définir très longuement, mais en gros, hein, pour poser les choses, hein, on peut considérer et les définir en deux mots, hein, comme des villes qui perdent des habitants et des villes dans lesquelles la situation économique et sociale se délite. Et si on a commencé à s'intéresser à ces questions, si on a voulu publier cet ouvrage sur ces questions, c'est parce qu'on a eu le sentiment que à partir de la crise des subprimes, ces processus de déclin urbain ou territorial, hein, s'étaient un peu transformés, hein. Le déclin urbain a toujours existé, hein. On pourrait remonter l'histoire des villes très loin et trouver des exemples de processus de déclin urbain. Mais on a eu l'impression qu'à partir de 2008, il y a eu un changement avec des processus qui continuaient là où ils étaient déjà présents, hein, dans les grandes villes industrielles, les anciennes régions qui étaient les cœurs de l'économie fordiste, hein, la Rust Belt américaine, la Ruhr, le nord de l'Angleterre, hein. On voyait que les processus se poursuivaient et qu'en plus, ils se diffusaient à d'autres territoires qui jusqu'alors avaient été plus ou moins épargnés, hein. Donc, on peut penser aux villes de banlieue de première couronne aux États-Unis, aux villes moyennes françaises, hein, qui allaient plutôt bien, hein, jusqu'aux années 80-90, aux petites villes d'Allemagne de l'Ouest. Enfin, bon, tout un tas de territoires qui, jusqu'alors, connaissaient plutôt des trajectoires de croissance ou des trajectoires de stabilité, hein, et qui ont connu, hein, des processus de déclin. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer, hein, en termes de cadrage dans l'ouvrage et plus particulièrement dans l'introduction, c'est que cette évolution, elle est liée, selon nous, à deux grands facteurs, hein, à deux grandes forces structurelles, hein. La première, c'est une force économique, hein, bien entendu, les transformations du capitalisme et de son rapport au territoire, hein. Alors, on sait, hein, depuis les années 80-90, hein, que le capitalisme s'est transformé, hein. Certains qualifient ça de transition post-fordiste, hein, et on sait que cette nouvelle forme de capitalisme est une forme de capitalisme, hein, qui a exacerbé les concentrations, hein. Concentration économique, hein, mais aussi concentration spatiale, hein, alors que
le Fordisme avec ses usines, ses besoins importants en main-d'œuvre, contribuait à ce que l'activité soit à peu près répartie plutôt équitablement sur l'ensemble des territoires nationaux. Et le post-Fordisme, qui, avec son économie de l'innovation, ses activités à haute valeur ajoutée, a plutôt tendance à concentrer l'activité, la croissance dans certains territoires, notamment, mais pas uniquement, les cœurs métropolitains. Donc ça, c'est un premier élément, une première force structurelle qui a produit ce déclin urbain. Et puis, le deuxième élément, c'est un facteur politique. À partir de la crise de 2008, mais ça avait déjà commencé auparavant, on a eu la mise en place de régimes politiques d'austérité, alors très variables suivant les pays, les régions du monde. En France, on a été plutôt préservé si on se compare au Royaume-Uni ou à d'autres pays où les restructurations de l'État ont été très violentes. Mais bon, en tout cas, dans la plupart des pays, notamment en Europe, on a eu la mise en place de ces régimes d'austérité. Et ces régimes d'austérité, ils ont eu des effets importants sur l'État et sur sa manière de travailler, d'intervenir sur les territoires. Pourquoi? Parce qu'ils ont poursuivi le travail de marginalisation des grandes politiques ou des grands mécanismes de redistribution territoriale. Typiquement en France, les politiques d'aménagement du territoire des années 60-70 qui cherchaient à placer l'activité là où il n'y en avait pas trop, ou en tout cas à répartir l'activité plutôt équitablement sur le territoire. Mécanismes de redistribution aussi, tels que ceux qu'étudie Laurent Davézis sur les transferts financiers, le versement des pensions, des retraites et autres. Donc ça, c'est un premier élément fort sur la restructuration de l'État et de ses effets territoriaux. Et puis également, retraite territoriale de l'État, tout simplement, avec des refontes des différentes cartes judiciaires, hospitalières, qui a des effets lourds sur tout un tas de territoires. Donc en gros, pour résumer, si l'État a pendant longtemps servi à amortir ou à limiter le développement inégal produit par l'économie, on a l'impression que depuis une dizaine d'années, son action tend plutôt à l'accompagner, voire dans certains contextes nationaux, territoriaux, à l'amplifier. Donc voilà pour les grandes lignes de contexte de renforcement des processus de déclin territorial. Nico, je te laisse la parole sur la France, un peu plus précisément. Ouais, ok. Oui, effectivement, alors merci. Je renouvelle les remerciements et l'enthousiasme dont tu as fait preuve, Vincent, sur le fait d'avoir l'opportunité de publier cet ouvrage auprès des éditions du Croquant, et puis remercier toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Oui, sur le cas français, alors bon, ce qui effectivement au départ, la décroissance urbaine, elle correspond grossièrement à une concentration de la décroissance urbaine dans les anciens bassins industriels et les bassins miniers du nord, du nord-est et autour du Massif central. Et puis, on s'aperçoit finalement que depuis le début des années 70, on va avoir une dispersion ou une diffusion de ce déclin urbain qui fait que des villes qui finalement s'éloignent de ces territoires finissent aussi à connaître de la décroissance, mais de manière assez modérée. Alors qu'à partir de la crise de 2008, on va avoir une accélération et une reprise de la décroissance qui va avoir deux effets. Ça va faire retourner à la décroissance certaines villes qui jusqu'alors étaient sorties d'une phase antérieure de décroissance, et puis ça va avoir aussi pour conséquence de faire entrer une partie des villes qui jusqu'alors n'avaient jamais connu de décroissance préalable. Ce qui veut donc dire que ça a non seulement renforcé les processus antérieurs de la décroissance, et puis ça en a créé de nouveaux
pour faire entrer dans ce déclin urbain une partie des villes jusqu'alors un peu préservées. Alors, en termes d'ampleur du phénomène, tout va un peu dépendre de la définition qu'on va accorder aux villes en décroissance. Vincent a un petit peu discuté de la question de l'indicateur, donc de la perte de population. On pourrait aussi discuter plus ou moins longtemps de l'échelle qui va être prise en compte. Est-ce qu'on s'intéresse à une commune d'une ville-centre, à une unité urbaine, une aire urbaine? Donc, grossièrement, effectivement, il y a mécaniquement un jeu qui fait que plus on va s'intéresser à des petites échelles et plus on va avoir une proportion des villes concernées, mais on va tourner entre 25, enfin un quart et un tiers des villes qui sont en décroissance depuis 68. Le type de villes qui sont concernées, c'est des petites et des moyennes villes, mais pas seulement, quoi. Effectivement, si on s'intéresse à certaines échelles, on va avoir des villes comme Roubaix, Saint-Étienne ou Valenciennes qui sont aussi concernées. Sur la spécificité, ou en tout cas une des petites particularités de la décroissance urbaine en France, c'est que le gros de cette décroissance, elle est liée à la composante migratoire. C'est-à-dire que la baisse de la population, elle est surtout liée à un solde migratoire négatif, alors que par exemple en Europe de l'Est ou au Japon, c'est la composante naturelle aussi qui va jouer. Et la composante de cette décroissance urbaine, elle a probablement eu un effet sur le type de politique locale qu'on allait essayer de mettre en œuvre, avec soit le développement, soit le maintien des politiques d'attractivité, et surtout qui vont chercher à essayer de faire venir sur ces territoires un type de résidents. Sauf que dans les faits, d'abord, il ne faut pas confondre le solde migratoire, qui est la balance entre les entrées et les sorties et les flux. Et on ne doit pas oublier que non seulement il y a des personnes qui restent, mais il y a aussi des personnes qui arrivent. Et là où il y a un décalage entre les attentes des politiques locales et ce qui s'observe, c'est qu'on cherche à faire venir des cadres supérieurs, des jeunes dynamiques, alors qu'en fait, la décroissance urbaine, elle va avoir une forte ségrégation entre les entrants et les sortants. Et ceux qui vont sortir sont justement les publics que les villes vont essayer d'attirer, et ceux qui vont venir sont plutôt des personnes qui appartiennent au bas de l'échelle sociale. Alors ça a des conséquences parce que ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'on essaie de regarder le risque qu'une ville entre en décroissance en tenant compte de la structure sociale, par exemple, de ces villes, eh bien, il y a un effet propre à la décroissance. C'est-à-dire que si les villes ont exactement les mêmes caractéristiques et que l'une est en décroissance et l'autre ne l'est pas, elle a d'autant plus de chances de continuer à être en décroissance. Donc, ce qui peut laisser penser que de chercher à maintenir des politiques d'attractivité qui malheureusement n'ont pas l'air de fonctionner. Alors malheureusement par rapport à un objectif qui ne semble pas être atteint, c'est que en restant fixé sur un même objectif, on en revient à créer une décroissance qui alimente un processus qui fait un peu entraîner une sorte de cercle vicieux qui pourrait peut-être être maintenu si on cherchait à maintenir la population présente qui ne correspond peut-être pas au canon auquel on voudrait correspondre. Parce que finalement, on se retrouve dans une situation où un peu probablement leurré par la forte fécondité en France, c'est-à-dire l'impression que la décroissance n'est qu'une question d'attractivité. Les villes en décroissance qui sont durablement restées dans ce déclin urbain se retrouvent à avoir accumulé les difficultés. C'est-à-dire que les arrivées souhaitées ne sont pas celles qu'on espérait, et les départs, par contre, ont entraîné une nouvelle forme de décroissance qui vient petit à petit s'accumuler. C'est-à-dire que les jeunes cadres urbains sont aussi des jeunes féconds qui ne font pas d'enfants et qui viennent accélérer le processus de vieillissement. Et donc, on se retrouve avec des situations où, à des problématiques d'attractivité, viennent s'ajouter des problématiques de vieillissement accéléré de la population de ces territoires.
Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un intérêt à tenir compte de ces spécificités justement des villes en décroissance pour orienter éventuellement de nouvelles politiques locales. Max, je te laisse continuer. Ouais, je pense que pas mal de choses ont déjà été dites, mais ouais, il y avait une dernière dimension, effectivement, dans ce livre qui était une portée normative. En fait, on avait une dimension à assumer, hein, même un peu militante, tout en étant, on l'espère en tout cas, tout en respectant pleinement les canons du jeu académique. C'est pour ça, effectivement, qu'on tenait vraiment à publier le livre aux éditions du Croquant, parce qu'il me semble qu'elle respectait un peu ce programme collectif, hein, qu'on s'était fixé depuis assez longtemps. Donc, effectivement, la spécificité du cas français, c'est que le déclin a longtemps été caché, hein, et des villes comme Saint-Étienne, bon, on connaît ces dynamiques depuis longtemps, mais ça n'avait jamais été médiatisé ou problématisé jusqu'à il y a quelques années, effectivement, où ça s'est fait, mais d'une manière qui ne nous plaisait pas tant que ça, hein. Et du coup, le fait que les politiques publiques ne prennent pas en compte la question du déclin urbain dans un pays comme la France, elle a eu comme effet pervers de laisser un peu les élites locales face à elles-mêmes. Ce qui les a conduits, c'est ce que évoquait Nicolas, à mettre en œuvre des politiques d'attractivité qui sont directement dupliquées du modèle du métropolitain, mais qui ne fonctionnent pas forcément pour ces territoires qui ont des caractéristiques spécifiques. Et ça, on l'avait constaté par l'expérience. Avec Vincent, on était doctorant à l'Université de Saint-Étienne, on était en prise avec les politiques locales. Au milieu des années 2000, on avait vu, par exemple, une politique méga entrepreneuriale à Saint-Étienne autour de plusieurs lignes de tramway, d'une cité du design, de tout un tas d'équipements qui étaient destinés à attirer notamment des cadres lyonnais dont on espérait qu'ils viennent se déverser et redévelopper Saint-Étienne. Ça a conduit à un endettement de la ville avec des emprunts toxiques, hein, qui étaient fourgués par Dexia à l'époque, et ça n'a pas forcément permis d'inverser la spirale du déclin. Donc, notre dimension normative, c'est plutôt de dire que oui, effectivement, il semble que ces politiques d'attractivité trouvent des limites économiques, c'est que déjà, elles coûtent très cher dans des villes où les ressources publiques ont tendance à se tarir, et des limites également sociales, parce qu'ils reviennent à mettre finalement des fonds publics à disposition de populations qui sont des populations désirées, qui ne sont pas forcément encore présentes en ville, mais qu'on aurait pu mettre à disposition des populations résidentes, qui sont celles qui justement en ont le plus besoin. Donc, on s'en assumait un peu cette dimension. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, par contre, la question du déclin urbain a fini par être mise sur l'agenda. Il y a eu plusieurs livres, hein, à grand succès, hein, qui ont contribué à ça. Je pense à La France périphérique, que tout le monde, qui a été très, très fortement relayé dans le paysage médiatique, et ça a débouché sur une politisation très rapide de la question des inégalités territoriales en France. Une politisation qui, comme toute forme de politisation, s'est rapidement échappée du débat académique et qui a été très bien comprise par notamment le Rassemblement national, hein, qui en a fait son fer de bataille de manière consciente et assumée, en défendant la France des petites villes et puis désormais des ruralités abandonnées. Et on pense que c'est dangereux de laisser ce type de thématique à l'extrême droite. Et donc, ce qu'on voulait également mettre en avant, mais par une démarche complètement scientifique, c'était que ce n'est pas seulement des paysages apocalyptiques tels qu'on peut les décrire régulièrement dans la presse grand public, dans les reportages télé, et qu'il se passe également plein de choses intéressantes dans les villes en déclin. Pourquoi ? Parce que c'est des espaces où beaucoup de choses sont possibles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est généralement des territoires qui avaient été gouvernés de manière assez régulés de manière assez forte par tout ce qui va être clientélisme ou paternalisme au niveau du patronat industriel. Et tout ça, c'est délité sous l'effet de la désindustrialisation. Et on a une gouvernance locale qui va devenir beaucoup plus fluide et qui va permettre l'entrée dans le jeu de nouveaux acteurs. Donc, pensons par exemple au cas de Dunkerque, hein, qui est une ville en déclin du littoral nord, qui a été prise par un maire sans étiquette, hein, aux dernières élections, avec un programme qui proposait des stratégies plutôt qui s'en prenaient aux politiques d'attractivité, mais qui proposait des politiques plutôt bottom-up, hein, en lien direct avec la population résidente. Et ça s'est ensuite passé dans pas mal de petites villes, hein, où on a vu des mouvements de contestation, notamment tout ce qui va être liste citoyenne, en lien notamment avec le mouvement des Gilets jaunes qui s'est structuré l'année dernière. Et puis, au-delà de cette dimension politique,
qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, comme les États-Unis, par exemple, où effectivement les villes en déclin depuis très longtemps sont confrontées à une gouvernance beaucoup plus fluide et où on va avoir des mouvements politiques très intéressants qui vont émerger. Et il y a des caractéristiques concrètes qui sont que dans les métropoles en surchauffe, le foncier est devenu inaccessible pour beaucoup de gens, à part pour les investisseurs institutionnels peut-être, alors que dans les territoires en déclin, ils continuent à être des zones considérées comme des zones de plus en plus détendues, hein, pour reprendre la terminologie institutionnelle. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible pour des populations même à faible niveau de vie d'acheter un bout de terrain, un bout de terre ou des logements pour envisager un autre type de redéveloppement. Alors, c'est des choses qui existent depuis quelques années, mais qui qui n'étaient pas forcément très bien perçues par les élites locales, qui étaient plutôt restées sur le dogme de l'attractivité. Mais sous l'effet de l'échec de plus en plus patent de ces politiques d'attractivité, on constate que de plus en plus de villes sont en train de passer à un modèle de développement un petit peu différent et assez intéressant. Et pour conclure de manière un peu provocatrice, peut-être qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que les métropoles sont en train de se positionner sur le marché de la transition énergétique et environnementale, mais que peut-être que finalement, c'est dans ces villes en déclin que cette transition va advenir en premier. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, hein Non, on pourrait rajouter Non. plein de choses encore, hein, mais on peut voir déjà s'il y a des questions ou des choses qui viennent soit de toi, soit des spectateurs. Et puis sinon, on ajoutera 2-3 choses aussi par ailleurs. Ouais. Avant que je pose une ou deux questions, peut-être en complément de votre présentation qui était très complète et riche, peut-être un avant-goût du sommaire. Enfin, parce que là, vous avez cité Saint-Étienne, il y a eu Dunkerque, mais bien montrer la variété en fait, des réalités sociales que vous avez été attrapées et d'être insisté sur la comparaison internationale, ça me semble vachement important. Et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt aussi heuristique de l'enquête. C'est que c'est pas seulement une monographie d'une ville. Éventuellement, après, on va mettre en série. C'est que vous avez fait non seulement de la comparaison, mais vous avez cherché des processus transversaux. Donc, peut-être juste un complément là-dessus, sur comment vous avez composé votre sommaire en lien avec l'enquête, la recherche collective ANR que vous aviez lancée il y a un certain nombre d'années. Ça permettra peut-être de donner plus corps à ces grandes lignes. Ouais, tu as raison, Arnaud, hein, effectivement. Alors, le bouquin, en fait, comprend pas mal de chapitres donc, issus du projet de recherche dont on avait parlé, mais aussi quelques chapitres de collègues qui se sont greffés sur la fin et qui avaient mené des recherches réalisées par ailleurs. Donc, alors, ce qui était important, effectivement, c'était pour nous d'avoir une variété de terrains qui étaient abordés. Hein. Donc, pour la France, hein, on a à la fois des villes moyennes, hein, de la diagonale du vide, comme Nevers, entre autres, hein, mais aussi des grandes villes industrielles, type Saint-Étienne ou Dunkerque, avec un chapitre sur l'agriculture urbaine à Grande-Synthe. On a des compagnies-towns comme Sochaux-Montbéliard, qui est très lié à l'activité de Peugeot, des petites villes du Grand Est comme Vitry-le-François, hein, qui se sont lancées dans des stratégies de transition énergétique intéressantes. Donc, à l'échelle de la France, on a déjà une variété assez importante de territoires en déclin. Ce n'est pas que les villes moyennes, ce n'est pas que les grandes villes industrielles. Et puis, on voulait aussi, parce que c'était l'un des objectifs du projet, mettre en avant des terrains internationaux. Donc, il y a 2 chapitres sur les États-Unis, un sur la ville de Cleveland, qu'on est allé étudier avec Max et un autre collègue, Joshua Akers, un chercheur américain, et puis un autre sur la question des écoles à Philadelphie, qui est un chapitre de David Giban et de Nora Nafa, sur justement la rétractation de l'offre scolaire publique, hein, bien sûr, dans la ville de Philadelphie. Donc voilà, donc il y a cette diversité. Et puis Max, bien sûr, je suis désolé Max, il y a ton chapitre avec Tariq sur les villes du Maroc, hein, qui est vachement important parce qu'il montre que même dans les suds, où on parle beaucoup des processus d'urbanisation et de croissance urbaine intensive, même dans les suds, il y a des processus de déclin, il y a du développement inégal et tous les territoires ne croissent pas, ne se développent pas de la même manière. Donc ça, c'était important. Et c'était important pour qu'il y ait une diversité
de chapitres, de territoires, mais c'était aussi important parce que ça permettait, comme tu l'as dit, de sortir un petit peu d'une vision franco-centrée. L'une des… on y reviendra peut-être tout à l'heure un petit peu, mais l'une des hypothèses fortes qui était au départ du projet, celle selon laquelle dans ces territoires-là pourraient se développer des pratiques ou des politiques qui aillent un peu au-delà du dogme de l'attractivité territoriale et des régulations marchandes, elle nous vient un peu des États-Unis, où dès le début des années 2000, dans des villes très fortement en déclin structurel depuis 50 ans, on a eu une volonté de certains acteurs de repenser des formes de décroissance planifiée ou de politique de post-croissance. Donc voilà, pour nous, c'est tout l'intérêt de la comparaison internationale. C'est vraiment d'aller aussi puiser des hypothèses, d'aller prendre d'autres lunettes en fait, pour regarder notre réalité nationale. Merci. Je vais peut-être commencer par une question très générale sur un des points forts de l'ouvrage. Et Vincent, tu as commencé par là, en fait, c'était de planter le décor par l'exposé de grands facteurs qui permettent d'expliquer tout ça et qui permettent de l'expliquer dans le temps aussi. Ça, c'est hyper important. C'est un processus historique engagé depuis pas mal d'années et qui connecte plein de territoires aussi. Et moi, la question très générale, et je m'en excuse que je vais te poser, je vous pose, c'est donc il y a ces facteurs économiques, transformation du capitalisme. Là aussi, on est dans du macro, mais qui évidemment a des effets au ras du sol dans les situations les plus micro. Mais donc, il y a ce facteur économique un peu lourd, transformation du capitalisme, concentration, etc. Et puis, ce régime dont tu as parlé, des engagements de l'État, redéploiement autrement de l'intervention publique dans les territoires, etc. Mais la question que je me posais, c'est comment comment comprendre les effets de ces facteurs au niveau dans leur grande variation territoriale. Pourquoi certaines villes déclinent de telle ou telle façon plutôt que de telle autre? Comment expliquer cette espèce de granularité empirique qu'on peut observer? Moi, je vis on en a déjà parlé, moi je vis dans une ville en déclin, très objectivement, Melun, en Seine-et-Marne. La trajectoire de Melun, c'est peut-être pas forcément celle de Corbeil à côté. Celle de Corbeil, c'est peut-être pas forcément celle d'autres villes qui vont préempter du foncier pour créer un écoquartier ou pour se régénérer par la périphérie, etc. Donc, comment expliquer les variations? Il y a le peu d'histoire de la structuration longue de l'urbain, etc. Mais comment vous l'envisagez et comment ça peut être aussi un défi pour l'objectivation que d'essayer de l'intégrer, quoi. C'est une question très large, mais qui me paraît importante parce que l'angle de la comparaison, vous l'avez mis en jeu, il me semble vraiment très, très fort. Et voilà, je voulais savoir comment vous vous positionnez sur cette explication de la variabilité de ce déclin. Et est-ce que le déclin, ce n'est pas une catégorie un peu trop homogénéisante pour penser ces phénomènes très, très, très disparates, quoi. Je commence. Vas-y. Ouais, je commence j'ai essayé de répondre. Donc déjà, 100% d'accord sur le fait que ce soit une catégorie trop homogène. De toute façon, on a eu énormément de débats pendant notre projet, au moment aussi d'écrire le livre. D'ailleurs, on a rajouté un petit passage dans l'introduction pour expliciter justement ces termes. Pourquoi parler de déclin et pas de décroissance? Pourquoi pas utiliser les termes qui sont repris par les acteurs des politiques territoriales comme la déprise en France. Donc voilà, on a essayé de justifier ça dans l'introduction, ce qui n'est pas évident. Bien sûr, c'est beaucoup trop homogène comme catégorie, et tu as raison sur le fait qu'il y a autant de formes de déclin que de territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. Si on regarde la crise du Fordisme dans les années 70-80, si on se concentre juste sur la France, on voit que certains territoires qui étaient spécialisés dans des secteurs de l'économie qui ont été touchés plus tard
par la crise du Fordisme, ce sont pendant longtemps ont continué de se développer. Je pense à Sochaux, par exemple, Montbéliard. Voilà, la production automobile n'a pas trop décliné dans les années 70. C'est plutôt après qu'il y a eu des effets assez lourds, tandis que Saint-Étienne, c'était les mines de charbon et dès les années 60. Donc, je pense que c'est très lié déjà à des formes de spécialisation économique, spécialisation dans certains secteurs industriels ou spécialisation également, on peut parler d'économie publique, voilà, dans certains secteurs publics liés à l'administration, à l'hôpital. On peut prendre l'exemple de Châlons-en-Champagne qui est un peu développé dans l'ouvrage. Là, Châlons-en-Champagne, ce qui a vraiment renforcé le déclin, c'est quand il y a eu la refonte de la carte militaire et que la ville a perdu 2 casernes qui regroupaient, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais c'était aux alentours de 1000 ou 2000 militaires, donc avec leurs familles. Donc voilà, donc ça fait un trou très important dans une ville qui n'est pas très grande. Donc la spécialisation est vachement importante. Et puis ensuite, il y a aussi autre chose. Il faut regarder à un niveau assez local, finalement, quel est le rapport entre un territoire et son environnement territorial proche, son hinterland ou d'autres villes à proximité. Je prends un exemple aussi qui a été pas mal étudié, suite Saint-Étienne dans l'ouvrage. Ce qui a produit le déclin de Saint-Étienne, c'est bien sûr la spécialisation industrielle, mais c'est aussi depuis les années 80-90, les problèmes d'image de cette ville qui est de plus en plus considérée par certains groupes comme une ville pauvre, une ville dans laquelle les minorités ethniques seraient surreprésentées, dans laquelle l'insécurité serait forte. Et tout ça alimente des processus de départ en périphérie, dans des communes périphériques ou rurales plus homogènes socialement. Donc voilà, donc il y a différents facteurs, il faut regarder différentes choses, mais ça serait très compliqué de créer une typologie du déclin parce qu'il y a une grande variété et beaucoup de facteurs en fait, qui vont se combiner. Merci. Je rebondis à partir d'une question d'Antoine Dubiot qui me paraît assez proche, enfin qui permet d'approfondir encore cette dimension. Je vous la lis. Quels sont les effets morphologiques du déclin urbain en France? On parle souvent de rétrécissement des villes pour ce qu'il se passe dans d'autres pays, avec des problèmes de démolition du bâti abandonné. Mais est-ce aussi le cas en France? Parce que là, on voit les effets très matériels de ce déclin contrasté selon les villes, etc. Donc, est-ce que vous avez des éléments sur la dimension proprement morphologique du déclin? Peut-être répondre. En fait, ouais, déjà, oui, enfin, pour rebondir déjà sur la réponse de Vincent, c'est branches économiques, effectivement, on n'a pas fait de typologie, c'est difficile, mais les branches économiques, elles rentrent en déclin selon des temporalités très, très différentes. Et là, il y a peut-être un truc que je voudrais préciser qui est important, c'est que les secteurs économiques sont plus ou moins soutenus par les pouvoirs publics parce qu'ils sont plus ou moins importants pour l'État. Par exemple, Roubaix, c'est une ville qui est rentrée en déclin assez vite parce que le textile, ce n'est pas forcément crucial pour l'économie française, alors que le bassin sidérurgique a été plus longtemps soutenu parce que la sidérurgie, c'est aussi ce qui permet de faire les voitures, les canons, etc. etc., etc. Donc, il y a cette temporalité, et cette temporalité de l'entrée en déclin des branches économiques, elle est étroitement liée au hard politics, à la manière dont l'État va percevoir l'intérêt de soutenir telle ou telle branche économique au niveau d'une ville. Voilà. Sinon, sur les formes urbaines, c'est vrai, c'est très intéressant. Alors oui, le déclin, il ne frappe pas une ville d'une manière homogène, pas du tout, et c'est le cas dans aucun pays. Il va être inégal selon les types de quartiers. Et c'est justement ça qui va enclencher ensuite des politiques de redéveloppement post-croissance telles que ceux qu'on ne voit pas trop en France, mais qu'on peut voir dans des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis qui sont très intéressantes. En gros, l'idée, c'est que le déclin, si une ville va baisser, par exemple, faire perdre la moitié de ses habitants, en fait, ces pertes, elles vont se concentrer dans quelques quartiers qui vont quasiment perdre 80-90% de leurs habitants, qui en général sont les quartiers d'habitat anciens, etc., etc. Et d'autres quartiers vont perdre seulement une baisse, vont voir seulement une baisse limitée de leur population.
Après, en France, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est l'étalement urbain. Donc, c'est la périurbanisation en fait, qui est enclenchée dans les années, à partir de la fin des années 70-80, autour de nouvelles politiques foncières, d'incitation à la promotion immobilière privée, hein, et qui va avoir des effets pervers, hein, sur les villes-centres, et qui va être un des moteurs aussi du déclin sur lesquels on insiste un peu dans le bouquin, mais dont on n'a pas encore parlé maintenant. C'est important parce que derrière, il y a également des politiques publiques. Par exemple, les aides à tout ce qui va être défiscalisation de la part de l'État pour investir pour que des particuliers aisés investissent dans la pierre. C'est quelque chose qui marche très fort en France depuis une trentaine d'années. Comment ça va se concentrer sur les territoires? Par exemple, je peux vous donner un exemple vers tout ce qui va être des villes comme Vitry-le-François ou Saint-Dizier, etc. Quand il y a eu l'annonce du TGV, ça a entraîné un intérêt des investisseurs pour ce type de territoire qui disaient ça va être redéveloppé puisqu'il va y avoir un TGV dans ces territoires. Donc, il y a eu des commerciaux qui ont été démarchés, des catégories professionnalisées, des médecins parisiens et autres qui ont acheté sur plan, hein, des logements qu'ils n'auront jamais visités pour les mettre en location dans l'Est de la France. Donc, ça a produit une offre de logement dans un contexte de déclin. Donc, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a fait que la classe moyenne, donc c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, ceux qui restaient dans ce type de ville, hein, les enseignants du second degré, etc., ont quitté les logements vieillissants de la ville-centre pour aller s'installer dans ces nouvelles communes, hein. Et ce faisant, ces nouvelles communes, elles vont entrer en concurrence avec la ville-centre, surtout dans des territoires où les intercommunalités sont encore assez faibles. Donc, c'est un peu l'effet Saint-Étienne, mais qui s'est développé un peu partout. La concurrence, elle est terrible dans des coins où la ressource se tarit, hein, ce qui est assez évident à comprendre. Et on va avoir des mécanismes de ségrégation, de durcissement, de fermeture très forts, hein, dans ce type de territoire. Alors, je termine là-dessus, en fait. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui nous a intéressés, c'est pour ça qu'on est parti à Cleveland, c'est qu'effectivement, Cleveland, c'est une ville vraiment en extrême déclin, qui a perdu les 2 tiers de sa population. Ça a commencé dès les années 50, bon, très bien. Et ça a été accéléré par la crise des subprimes des années 2010. Donc, on a une ville où on a les quartiers, pour ne pas dire les quartiers noirs, en fait, qui sont effectivement très, très fortement touchés par le déclin, où la population va vraiment fuir, va quitter la ville. Et on va avoir des politiques de démolition de ces quartiers qui vont se mettre en œuvre. Alors, elles sont justifiées par des raisons assez simples, hein, qui est quand un quartier se vide, les infrastructures urbaines deviennent très coûteuses parce que maintenir des réseaux d'eau, des réseaux de transport public, etc., ça devient plus rentable à partir du moment où ils avaient été dimensionnés pour une population où il ne reste plus que 20% de la population pour lesquelles ils avaient été dimensionnés. Donc, ça va justifier ces politiques de démolition massive qui commencent à apparaître en France, hein, depuis quelques années, qu'on a observé aussi d'ailleurs. Et ce faisant, ça va avoir pour conséquence de libérer du foncier massivement, enfin, un foncier qui est extrêmement dévalorisé, hein. Pour exemple, on peut acheter une parcelle à Cleveland pour $100. $100, on a sa parcelle, hein, c'est une parcelle où il y avait une maison auparavant. Voilà. Et sur cette parcelle, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire typiquement de l'agriculture urbaine. C'est ce qu'on a été étudié avec Vincent, hein. Donc, effectivement, c'est une ville qui est progressivement rendu à la nature sur la base de ce foncier libéré par ces démolitions massives dans les quartiers qui ont été le plus affectés à la fois par le déclin économique et évidemment par la fuite de la classe moyenne en périphérie et à la concurrence interurbaine que ça peut générer. Merci, c'est une précision hyper importante. Sur l'étalement urbain, justement, je me posais la question ça a été cité finalement, cette fameuse France périphérique qui entre dans la définition de la réalité, quoi, de la situation. C'est une espèce de diagnostic populaire, hein, enfin, popularisé, qui circule, qu'on doit discuter, y compris sur les scènes savantes. Vous évoquiez tout à l'heure l'instrumentalisation par l'extrême droite, hein, ça devient aussi une clientèle, hein, une cible électorale à chouchouter pour le FN, et on l'a bien vu, hein, c'était la France périphérique de Marine Le Pen. Et comment vous, en tant que spécialiste de ces questions, vous vous situez par rapport à ce type de diagnostic qui entre dans la définition de la réalité, qui a une visée clairement performative aussi, hein, qui est fait par un consultant, etc. Comment, votre discours, avec toute sa dose d'objectivation, etc., se positionne par rapport à ça, en rupture? Est-ce que vous l'envisagez comme faisant partie de l'enquête finalement, puisque ça a des effets aussi sur la façon dont les diagnostics vont après entrer dans la décision politique? Enfin, comment vous vous positionnez sur ce diagnostic de la France périphérique qui est peut-être un peu moins discuté aujourd'hui, hein, ça fait moins jaser, mais il y a quelques années, c'était quand même assez incontournable. Et j'imagine, au moment où vous bossiez sur la recherche collective, quoi.
Tu veux que je commence, Max? Vas-y, si tu veux. Vas-y. Non, bah déjà, peut-être sur ce bouquin, hein, sur ce concept hein, qui a eu des effets hyper puissants hein, et qui vont bien au-delà déjà hein, du Rassemblement national. Hein. Aujourd'hui, effectivement, hein, c'est plutôt cette formation politique qui a repris le diagnostic. Mais au départ, il faut savoir que c'est des bouquins qui sont discutés avant les élections présidentielles de 2012 hein, par l'équipe de campagne aussi bien de Sarkozy que de Hollande, que ça a aussi partiellement nourri hein, toutes les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui hein, autour de l'Agence nationale de cohésion des territoires, hein, le programme Action Cœur de Ville notamment, hein, c'est quelque chose hein, qui est un petit peu et même cette agence, hein, c'est un petit peu le produit de ce diagnostic-là. Donc voilà, donc c'est quelque chose alors qui est à la fois c'est compliqué de se positionner hein, pour nous, hein, parce que bien sûr, on rejette cet ouvrage et cette manière d'appréhender les choses hein, pour plusieurs raisons, parce qu'elle est hyper simplificatrice et erronée, hein, premièrement. Il y a des territoires qui vont très, très bien dans la France périphérique de Gulli et il y a des quartiers qui vont très, très mal dans les métropoles qui seraient les gagnantes de la mondialisation. Donc voilà, donc c'est une vision qui est simplificatrice et erronée. Et puis, c'est une vision qui pose problème parce qu'elle conduit un petit peu à opposer deux fractures, entre guillemets, hein, la fracture sociale, hein, celle des quartiers, celle des minorités ethniques, en tout cas telle que c'est dit dans l'ouvrage, hein, et la fracture territoriale hein, des villes moyennes et des villages qui, elles, seraient les perdants de la mondialisation et qui, en plus, ne seraient pas aidés des pouvoirs publics. Donc, ça, c'est problématique politiquement. Donc, c'est à la fois erroné scientifiquement et problématique politiquement. Après, pour nous, ce n'est pas facile parce qu'on a l'impression aussi que ces travaux, ils ont un peu saturé le débat. Donc, c'est compliqué de dire derrière qu'il y a une accentuation du déclin urbain. Donc voilà, c'est un positionnement qui est difficile et on l'a plus étudié dans ses effets sur la mise à l'agenda des problèmes à l'échelle nationale, sur la manière dont les politiques publiques sont construites. Hein. Je pense notamment au chapitre de Sylvie Foll, Rémi Dormoy hein, sur la mise à l'agenda contrariée de la question de la décroissance urbaine en France, où là, il y a des éléments relatifs à Gulli. Tu veux compléter, Max? Non, pas grand-chose. Effectivement, c'est compliqué de se positionner à ce bouquin pour nous. Après, je serais moins sévère que Vincent. Je pense que le bouquin, il nous a servi aussi quelque part parce qu'on était content que ces questions-là soient mises à l'agenda. Après, le problème, c'est la manière dont le débat il est cadré. Et comme dit Vincent, bah oui, il pose des gros problèmes scientifiquement. La plus grande pauvreté, elle se concentre toujours dans les centres urbains, dans un pays comme la France, notamment dans les quartiers de logements sociaux où les gens ont moins de mobilité. Donc opposer les villes-centres qui bénéficieraient de tous les financements et qui seraient les gagnants de la mondialisation à une France déclin, de la diagonale du vide, etc., ou des vieux bassins miniers ou sidérurgiques qui seraient voués à ne plus rien avoir, c'est problématique et ça a été instrumentalisé pour des raisons de conflits ethniques qui sont très discutables et puis très tristes politiquement. Voilà. Après, par contre, ce qui est certain, c'est que ça a fait bouger les choses également et que du coup, ça a permis quand même de pouvoir discuter de ces questions. Quand on avait commencé l'enquête, c'était pas impossible de parler de déclin urbain. Les gens, les maires, ils ne voulaient même pas nous recevoir en disant bah non, on ne va pas vous discuter avec vous on n'est pas en déclin. Et vous avez perdu un tiers de votre population. On n'est pas en déclin, on attend le rebond. On est attractif, on va construire cet équipement, etc. etc. Or, le problème, c'est que du coup, c'était vraiment un problème parce qu'on ne peut pas traiter un problème à partir du moment où on ne le reconnaît pas. Et il n'a pas été reconnu en France pendant trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est la situation qu'on montre avec Tariq pour le cas du Maroc. Il y a effectivement un vrai problème de déclin. On montre qu'il y a 15% du territoire marocain qui décline, qui est en décroissance démographique, ce qui est incroyable pour un pays du Sud qui, par ailleurs, où le solde de la natalité est bien plus élevé qu'en France, hein, même s'il n'y a plus les chiffres en tête, mais ça prouve qu'effectivement, les inégalités territoriales sont également massives là-bas, mais que
ça n'a pas été reconnu, sauf quand il y a eu des émeutes, notamment à Gérardin, il y a 2-3 ans, et que, oui, on s'est rendu compte que la ville avait perdu la moitié de sa population depuis la fermeture de la mine. Et là, ces questions-là sont mises à l'agenda, mais un peu tard. Elles sont mises à l'agenda alors qu'il aurait mieux valu changer les choses avant et concevoir des politiques publiques plus adaptées à la spécificité de ces territoires. Voilà. Et la dernière chose aussi, c'est que ce problème du déclin, il a été mis à l'agenda, notamment par la France périphérique, sous une forme de territoires maudits, en fait, de territoires qui sont voués effectivement au ressentiment, à la frustration et au populisme. Et dans le bouquin, on essaie de donner une vision nuancée. On ne dit pas qu'il n'y a pas de soucis. Bien sûr qu'il y a des problèmes de paupérisation, qu'il y a ces migrations sélectives dont parle Nicolas, qu'il y a des problèmes d'enclavement, qu'il y a des problèmes de ségrégation de plus en plus fortes qui se passent, et que les effets des politiques d'austérité ils sont terribles, parce que quand on est dans une petite ville et qu'il y a une fermeture d'école, par exemple, ne serait-ce qu'une classe, c'est ressenti très fortement par la population, même si ça passe complètement au niveau des indicateurs nationaux, on ne le voit pas du tout, mais quand on est sur le territoire, on voit à quel point ça va modeler vraiment la vie quotidienne des gens, et c'est pour ça que cette austérité, elle est très visible dans les territoires en déclin, beaucoup plus que dans les métropoles, finalement. Voilà. Et donc, nous, il nous semblait important de montrer également que non, c'est également des territoires où il se passe plein de choses. C'est des territoires où le paradigme de l'action publique est en train de changer, sous l'effet d'une poignée d'élus et de mouvements citoyens qui nous semblent importants de mettre en lumière. Et que, oui, peut-être que ça pourrait déboucher sur un modèle de développement beaucoup plus intéressant que ce qui a pu être poursuivi depuis une trentaine d'années, cette course à l'attractivité qui n'a jamais vraiment porté ses fruits. Oui, je rebondis justement sur cette question-là, j'allais la poser. Donc, tu fais état d'un changement de paradigme, même encore un peu timide, mais en tout cas qui commence à prendre. Mais ceci dit, moi, je suis quand même assez frappé de voir la persévérance de ce dogme dont tu parlais, de l'attractivité, et qui, en effet, est complètement encapsulé dans l'idée de cœur de ville. Déjà, le cœur de ville, on braque sur une partie de la ville, au détriment d'ailleurs d'autres quartiers, etc. En termes de développement, c'est le développement concentrique, etc. Et avec un certain type de développement, un développement aussi qui peut être de façade, littéralement, c'est-à-dire on ripolline les façades des immeubles pour les rendre attractifs du point de vue touristique, simplement, au détriment d'investissements plus massifs pour transformer, par exemple, la pierre pour la transition énergétique, penser les villes à l'heure de l'urgence climatique. Là, on est simplement, on ripolline avec de la peinture et on pense l'attractivité seulement en termes commerciaux, finalement. C'est-à-dire un commerce de proximité, tout en développant à côté des plateformes logistiques pour le commerce en ligne. Et tout ça est sous couvert d'attractivité. Et par ailleurs, avec ce paradigme dont vous parliez, du paradigme entrepreneurial, il faut faire venir la classe innovante, des créatifs, etc., avec toute la dimension de modernité, d'hypermodernité qui va avec, l'innovation technologique, les startups et compagnie. Donc, la question qui est un peu provocatrice que je pose, c'est celle de l'adhésion, finalement, qui me paraît encore assez massive, des élites locales, des responsables qui exécutent les politiques publiques déconcentrées, qui adhèrent encore, me semble-t-il, à ce paradigme. Et la grande question, c'est pourquoi encore aujourd'hui ça perdure, sachant que vous avez évoqué les intercos, mais il y a des intercos, pour avoir regardé un petit peu ce qui se fait, par exemple, en Seine-et-Marne ou dans d'autres départements franciliens, c'est encore massivement l'interco, c'est l'attractivité, quoi. L'attractivité, le fric, on fait venir, il faut faire venir pour faire germer de l'économie, quoi. C'est l'économie, c'est pas la convivialité, c'est pas les jardins partagés, c'est vraiment l'argent, quoi. C'est la croissance économique. Donc, comment expliquer que ça persévère malgré tous les signaux qui sont de moins en moins faibles, que ce modèle-là n'est pas forcément complètement soutenable. Il y a eu tous ces débats pendant le confinement, etc., où on se disait, ouais, il se pourrait qu'il y ait un autre modèle de développement possible. L'idée même de développement, d'ailleurs, était interrogée. Et pourquoi, est-ce que c'est le monde d'après, j'en sais rien, mais pourquoi aujourd'hui, de ce que j'observe encore une fois, c'est, peut-être pas, je ne suis pas le seul, à mon avis, pourquoi il y a encore prédominance de ce modèle-là parmi les gens qui ont vocation à sortir les villes du déclin? C'est une question qui est très complexe. Je sais, j'en suis navré. Elle est à l'interface de l'observation purement scientifique et de l'action politique, j'en ai bien conscience. Tu veux que je commence, Max? Vas-y, si tu veux. Ouais. En fait, il y aurait plein de réponses à apporter, mais déjà, je pense que voilà, ce que tu décris sur les villes en déclin, c'est
c'est finalement un petit peu le même débat que ce qu'on vit à l'échelle de la société. Hein. Pourquoi un modèle de développement économique qu'on sait désastreux écologiquement et socialement se maintient. Enfin, tu vois, il y a un bouquin qui était sorti là d'un sociologue anglais, Crouch, sur l'étrange survie du néolibéralisme. Voilà, je pense qu'on pourrait en faire, on aurait pu choisir ce titre pour l'ouvrage, hein, l'étrange survie des politiques d'attractivité dans les villes en déclin, parce que c'est vrai que voilà, tout est présent pour que les choses changent, mais ça ne change pas. Alors, peut-être deux éléments, mais il y en aurait tout plein. Je vois qu'il y a une question de Michel Kobel dans la discussion qui demande si le recours au marketing territorial est proportionnel au phénomène de déclin. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde historiquement, les politiques d'attractivité, les politiques entrepreneuriales telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles ont été inventées pour répondre au déclin. Hein. Elles ont été inventées dans les années 70 aux États-Unis pour répondre au déclin de villes à l'époque comme New York, Baltimore, qui étaient très affaiblies par la crise du Fordisme. Hein, et c'est là où on invente le marketing urbain, où on invente les régulations marchandes, partenariats public-privé pour redévelopper les centres-villes, où on invente finalement toutes ces recettes qui, depuis, se sont généralisées un peu de partout. Donc voilà, donc dans les territoires en déclin, parfois, alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais il y a eu ce logiciel de dire, comme on décline, il faut encore mettre plus le paquet sur ces questions d'attractivité. Et Max parlait de Saint-Étienne, mais on pourrait citer des dizaines d'exemples en France et à l'étranger de villes qui ont consacré des budgets très important à des politiques d'attractivité, à la fois d'attractivité de certains groupes pour attirer certains groupes sociaux ou certains grands événements ou certains touristes ou certaines entreprises. Bon, 9 fois sur 10, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est plus au niveau général. Après, si on rentre un petit peu plus dans des réflexions micro, il y a plein de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, ces politiques d'attractivité, elles sont pas remises en cause. L'un des premiers facteurs, c'est que même si on a affaire à des territoires en déclin, c'est des territoires qui ne sont pas homogènes socialement et spatialement. Et on pourrait prendre l'exemple de Saint-Étienne ou de Mulhouse, qui est un peu développé dans le livre, ou de Cleveland. On a affaire à des grands territoires qui finalement ont des espaces qui déclinent très fortement et puis d'autres qui profitent un petit peu de ce déclin. Hein. La périphérie de Mulhouse ou la périphérie de Saint-Étienne luttent chaque année dans les espaces intercommunaux pour que le prochain PLH ne soit pas trop contraignant ou que le prochain SCOT hybride pas trop l'urbanisation ou la création de permis de construire. Donc il y a le déclin, en fait, c'est quand même souvent des territoires qui sont très hétérogènes et ça rend la gouvernance, en fait, de ces territoires-là compliquée. Et après, on pourrait même aller à une échelle encore plus micro, voire faire une sociologie des élus ou des acteurs des politiques territoriales. Hein, et l'un de nos collègues, là, Rémi Dormois, a fait des entretiens avec des acteurs des intercommunalités ou des villes. Hein, et ce qu'il avait tendance à montrer, c'est que dans les réseaux professionnels, avoir mené des politiques d'attractivité, un grand projet, c'est quelque chose d'hyper valorisé. Mais à l'inverse, réfléchir à des questions de comment reformuler des outils d'aménagement dans des contextes de décroissance, ça, à l'époque où il l'étudiait en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était valorisé dans les carrières ou dans les réseaux professionnels. Et donc, il y avait finalement une infrastructure qui finalement favorisait ce maintien du dogme de l'attractivité. On n'aurait pas grand-chose à dire de plus, mais à part que oui, pour rebondir dans ce que dit Vincent, même si on prend l'urbanisme en tant que discipline scientifique et pratique professionnelle, c'est une discipline qui est créée à la fin du 19e siècle avec ses outils autour d'une idée d'une croissance infinie des villes. Ça veut dire que quand un certain nombre de villes rentrent en décroissance, il n'y a pas les outils tout simplement pour gérer la rétractation en fait, urbaine. Ça n'existe pas. Il faut du temps pour concevoir un arsenal réglementaire et des outils existants. Donc déjà, ils sont pas. Donc déjà, les maires, les élus, même s'ils sont de bonne volonté, ils n'ont pas ça. Ensuite, il faut beaucoup de courage pour rompre avec ce dogme quand on est un politique. En général, on vise une réélection.
Et le dogme, il n'est pas seulement partagé par les élus. Le dogme, c'est ce que disait Vincent, le dogme des sociétés occidentales, c'est plutôt l'équivalence entre développement et croissance économique, et entre croissance économique et croissance démographique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans certaines villes américaines, qui sont prises avec un déclin extrême, qui ont perdu les 2/3, les 3/4 de leur population, c'est très, très rare en France, il y a peu de villes qui en sont arrivées là, ce couplage, il a commencé à effectivement être mis en cause. Et c'est ça qui est si intéressant. En plus, par des élus pragmatiques et technocrates, pas du tout par des tenants de la décroissance, par exemple, mais par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à considérer qu'effectivement, on ne pourrait plus attirer de population, que ça ne servait à rien, que ça faisait 30 ans qu'on essayait, que ça ne marchait pas, que ça coûtait trop d'argent, que de toute façon, on n'avait plus les moyens de le faire, et qu'on pouvait quand même viser un développement économique et social tout en continuant à perdre de la population. Et donc, ils ont commencé à mettre en place ces fameuses politiques de décroissance planifiée, où on va démolir certaines parties de la ville et essayer de redensifier les parties qui sont les plus stables, ce qui permet ensuite de reconcentrer les investissements publics dans des zones plus petites pour espérer avoir à nouveau une armature commerciale, avoir des transports publics qui soient rentables, d'avoir des infrastructures à nouveau qui puissent être maintenues. Et parallèlement, dans ces terrains abandonnés, les reconvertir pour des usages verts. Alors, sachant que c'est compliqué pour des raisons techniques, c'est que souvent, c'est des terrains très pollués par des métaux lourds. Et du coup, donc ça pose. Mais il y a tout un marché qui se crée de phytoremédiation, notamment avec des traitements par certaines plantes pour gérer tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on était à Cleveland, effectivement, les universitaires qui s'insèrent sur ce nouveau marché, parce que c'est un marché pour les facs américaines de traiter ces sols pollués, c'est souvent des gens qui opèrent au sud, dans des pays africains, etc., et qui finalement considèrent que la situation dans des villes comme Détroit ou Cleveland est en fait tout à fait comparable à leur champ de travail habituel, qui est plutôt des pays de très, très forte pauvreté, et qui vont importer ces solutions dans les villes des Nord. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Comment vous incluez ces transformations urbaines qui, alors, on a évoqué l'étalement urbain, qui procèdent par l'inclusion de nouveaux quartiers qui sortent de terre comme ça, des écoquartiers, c'est la grande mode depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, qui promettent un environnement plus sain, etc., une connexion avec des infrastructures qui permettent les mobilités actives, tout ce genre de choses, et qui étalent toujours plus et qui finalement paupérisent un peu les centres qui se dépeuplent finalement avec des migrations, etc., vers ce genre de quartier, qui, par ailleurs, rencontre un succès qui est quand même souvent un peu mitigé. Alors, je n'ai plus en tête le nom de ce quartier, je crois que c'était dans la banlieue de Toulouse, un quartier qui était sorti de terre pour les ingénieurs de l'aéronautique, qui était quand même assez cher, etc., et vraiment pour cadre sup, en gros, surtout un G. Et il y avait un papier dans Le Monde qui était assez documenté, vraiment passionnant, où en gros, tout n'avait pas été vendu. Et à peine sorti de terre, c'est pas qu'il était en déclin, mais ça commençait à revendre. Et a fortiori, avec la crise de l'aéronautique qu'on a aujourd'hui, les perspectives n'étaient pas complètement enthousiasmantes. Donc là, il y avait un exemple assez intéressant d'une extension, une transplantation d'un nouveau centre, mais qui finalement échouait à honorer sa promesse et qui était déjà en déclin finalement. Et c'était ça l'espèce de paradoxe. Ça envoyait tous les signaux d'attractivité un peu old school, en même temps que ça promettait un avenir radieux pour les gens qui se soucient de l'environnement, et pas pour n'importe qui, les gens qui avaient les moyens d'acheter tout ça, et qui étaient déjà pris dans la spirale du déclin. Donc, est-ce que c'est dans votre curseur? Est-ce que ça fait partie des objets chauds à analyser? Parce que c'est en ce moment que germent ces écoquartiers, ces nouveaux espaces à la périphérie de la ville. Comment les qualifier d'ailleurs, selon les catégories qui sont les vôtres? Voilà, c'est une question un peu ouverte parce que c'est presque de la prospective, c'est en cours. Et ça me paraît en tout cas illustrer des choses que vous dites sur les politiques d'attractivité, sur ces déplacements de population, sur le fait que ces écoquartiers aussi ont vocation à assurer une forme de mixité sociale minimale. Donc il y a des contraintes de logement social, etc., mais qui sont quand même relativement, ça dépend des villes, mais avec cette perspective c'est comme si c'était de l'innovation obsolescente, quoi. On sait que c'est programmé, quoi. Là, on a potentiellement des zones en déclin, quoi. Ouais, tu parles du quartier Andromède. Oui, exactement. Voilà, je cherchais. Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vu le contexte des 2 dernières années et la manière dont
les vols en avion ont été ralentis et vont sans doute continuer à l'être, hein, on peut se poser des questions sur Toulouse, qui était quasiment la métropole la plus dynamique économiquement depuis 15 ans, hein, du fait de cette spécialisation économique et du soutien public à cette spécialisation économique, comme il l'a bien dit Max. Hein. On peut se demander si Toulouse ne va pas, alors sans basculer dans le déclin, mais en tout cas, ne va pas avoir sa trajectoire ralentie. Donc, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Et alors, ces écoquartiers, hein, bon, ils ont fait l'objet d'énormément de critiques. Hein. Il y a beaucoup de géographes en France, hein, de géographes radicaux, hein, qui les ont critiqués pour tout un tas de raisons, hein, leurs effets sociaux, la manière dont ils appréhendent la question environnementale, hein, avec une forme de greenwashing voilà, qui est problématique. Et puis, voilà, des écoquartiers très descendants, hein, contrairement à ce qu'on a pu connaître dans certaines villes allemandes dans les années 90, où là, c'était plus des mouvements militants écolos qui portaient des projets. Donc, en France, on est sur une version technocratique et éco-marchande, hein, finalement, de l'urbanisme. Hein. Donc, ça, c'est un premier problème. Dans les villes en déclin, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que ces nouvelles offres, hein, elles produisent des concurrences au sein entre les différents segments du parc de logement, hein, qui peuvent être vachement problématiques. Ça ne se voit pas à Toulouse parce qu'il y a une tension entre guillemets du parc immobilier, mais à Montbéliard, par exemple, hein, il y avait un projet d'écoquartier qui avait été mis en place, hein, et cette nouvelle offre de logement, hein, elle a accentué la vacance dans le centre de Montbéliard, hein, et on sait que dans les villes en déclin, l'un des problèmes, c'est ce qu'on appelle le logement social de fait, hein, c'est-à-dire des logements privés dégradés, alors parfois tenus par des marchands de sommeil, mais pas forcément tout le temps, hein, loin de là, qui finalement coûtent moins cher que le logement social, hein, et donc voilà, donc ça a des effets, ça produit des effets aussi, hein, sur les marchés du logement et sur tout un tas de choses. Ouais, après, et puis juste pour terminer là-dessus, il ne faut pas oublier que ces écoquartiers, ils s'insèrent dans des politiques d'attractivité ou des pratiques d'attractivité qui ont déjà une très longue histoire et dont il faudrait faire l'histoire d'ailleurs, mais qui suit des modes, hein, tout simplement, et qui vont bien marcher à un certain moment, et qui vont ensuite être un peu laissés tomber. Et ça, depuis les années 80, il y a eu les technopoles dans les années 80 pour attirer des entreprises de services. Il y a eu les centres, les business centers en centre-ville ensuite. Il y a eu les politiques de pistes cyclables. Enfin, tout va être sujet à des modes. Il y en a des dizaines. Hein. Il y a un marché de consultants internationaux qui s'est développé, de cabinets de conseil qui vont vendre ces solutions aux villes. Ça a marché un moment et puis ensuite, ça va s'essouffler. On va passer à autre chose. Donc, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Il y aura sans doute, c'est des quartiers qui vont s'essouffler et on trouvera sans doute autre chose pour ensuite vendre du béton à de nouvelles populations. Et en lien avec ça, sur l'essoufflement finalement de ces modèles, quoi. En effet, ça fait depuis longtemps qu'on en parle, le marketing territorial, et c'est important d'historiciser tout ça. Il y a une question de Thomas Lieutot et qui pose la question de la corrélation entre la longévité des élus en poste, hein, de leur mandat, hein, et qui finalement accompagne ce déclin. Finalement, ça serait aussi un épuisement de l'action publique locale, hein, de gens qui ne seraient pas capables de prendre en charge le déclin de leur propre ville, qui seraient à bout de souffle, sans capacité de réaction par rapport à ce qui, malgré tout, est observable, etc. Un déficit de proposition qui pourrait expliquer, si je reformule, enfin, si je pose bien la question, qui pourrait expliquer aussi le déclin et la variation des déclins selon les territoires. Il y aurait des élus qui seraient très peu inspirés, enfin, des gens aux manettes, quoi, en responsabilité. Ouais, comme au départ, la question était posée en utilisant la terminologie de corrélation, je vais me permettre d'intervenir parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, on peut difficilement répondre à cette question de manière très objective entre durabilité des mandats et décroissance parce que d'un point de vue méthodologique, ce serait assez complexe. D'abord, il faudrait essayer de voir quelle est l'entité qu'on prend en compte. Et donc, le mandat de qui? Le mandat de la ville-centre, le mandat de toutes les communes. En plus, on a vu qu'il y avait une sorte
de succession d'échelles avec les intercommunalités. Et du coup, là aussi, on se pose la question de savoir est-ce qu'on doit privilégier l'une plutôt que l'autre. Donc, à mon avis, c'est difficile d'essayer de faire ressortir l'existence d'une relation qu'on observerait de manière majoritaire sur l'ensemble des territoires en décroissance. Tout ce qu'on peut faire, c'est, je pense, hein, d'un point de vue quantitatif, c'est de regarder point par point si on observe que dans des territoires en décroissance, on constate qu'il y a des élus qui sont un peu vieillissants, qui traînent et qui sont peut-être du coup ancrés dans des logiques un peu anciennes. Mais par contre, sur la possibilité de l'objectiver à l'ensemble des territoires, ça me semble impossible. Du coup, je laisse les politistes compléter. Il y a un autre truc important, c'est qu'il faut sans doute pas surestimer les capacités de l'action publique locale, en fait. Quand une branche économique dominante sur un territoire s'effondre, les élus locaux, ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre. En général, c'est des forces externes qui vont modeler l'espace urbain, hein. Parce que l'exemple de Toulouse, hein, dont on parlait Vincent, il est frappant, c'est sûr. Il y a une moindre demande pour le transport aéronautique suite au confinement, etc., etc. Et peu importe que le maire soit de gauche, de droite, etc., il va subir cette situation. Alors après, quand on est un maire, bon, ça s'est passé des dizaines, des centaines de fois dans tous les pays d'Europe, c'est ce type de situation. Ça arrive à un moment donné, oui, effectivement, la branche économique dominante, elle a un problème. Dans ces cas-là, on a peu de choses à faire. Et c'est aussi pour ça que les petites attractivités, elles sont si séduisantes, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on peut, oui, c'est assez facile, faire un palais des congrès ou un technopôle, construire un nouveau stade de foot quand il y a une opportunité de pouvoir les rénover pour une Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, on va se positionner, on va avoir ça. Et c'est toujours ça de donner. Et après, on peut aussi comprendre pourquoi ils font ça. Moi, j'avais été frappé à Sheffield. À Sheffield, c'est une ville intéressante parce que quand l'industrie sidérurgique s'effondre dans les années 80, la réponse de la ville, qui est une ville très à gauche à l'époque, c'est la construction massive de stades de sport dans toute la ville. Donc, ils vont surendetter la ville et puis qui vont conduire justement ensuite à des problèmes financiers. Et donc, ça va contribuer justement à la fermeture des piscines municipales qui étaient la fierté locale parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Et du coup, ce que m'avait dit le conseiller qui était à l'origine de cette politique, c'était en fait, quand tu as une situation aussi dramatique, au moins tu donnes la fierté aux gens. Tu leur donnes la fierté. Ils ont l'impression que quelque chose se passe, même si ça ne marchera pas forcément. C'est aussi désespérant quand on est face à ces situations de délitement d'un territoire. Alors justement, et je voulais en venir à ça, c'est pour ça que ça nous paraissait important qu'on ait toute une partie du livre sur les habitants, les pratiques habitantes et la vie un peu au quotidien dans les villes en déclin, sachant que ni Nicolas, ni Vincent, ni moi, on est spécialistes de ce genre de choses. Mais ça nous paraissait vraiment important qu'il y ait cette dimension dans le livre. Et qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est, très concrètement, que de vivre dans une ville où il y a de moins en moins de services publics, où il y a de moins en moins de transports, où les perspectives d'emploi sont de plus en plus bouchées, etc., etc. Et les conflits que ça va générer avec les populations. Donc là, il y a le chapitre sur Nevers, par exemple, qui est très intéressant de ce point de vue-là, sur les nouveaux conflits sociaux qui vont être provoqués vraiment par un contexte de déclin entre une petite bourgeoisie qui va rester qui va se sentir de plus en plus menacée par l'arrivée de populations en grande difficulté sociale, hein, dans les logements, dans le parc de logements bon marché d'une ville en déclin typique telle que Nevers, par exemple. Ok, merci. Écoutez, on a dépassé notre heure largement. Je pense que le point sur lequel on pourrait peut-être insister pour conclure, c'est vrai que quand on envisage ce genre de processus, c'est un peu déprimant quand on voit des villes mourir, enfin dépérir, mourir, etc. Mais ce sur quoi vous insistez aussi, et ce qui me paraît important, c'est qu'il y a des ressources locales pour inverser la tendance. C'est du bricolage, c'est des expérimentations, c'est des assos qui se mettent à bosser sur tel ou tel élément qui paraît anecdotique de l'extérieur, mais en fait qui va vachement concerner les gens, qui va les remettre ensemble. Donc là, il y a ce point qui me paraît important. Il y a des ruines à habiter d'une certaine façon, et dans lesquelles on peut inventer des nouvelles formes de regroupement. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît de l'ordre de l'anecdotique, ou c'est une tendance de fond qui va s'amplifier dans les années à venir? Enfin, comment vous envisagez cette question, sachant qu'il y a une quantité de papiers, là, encore hier dans le monde, sur voilà, ces gens qui vont investir investir dans tous les points de vue,
dans ces nouvelles villes pour sortir de Paris, sortir des grandes villes parce qu'ils en ont ras-le-bol, les métropoles, les transports et compagnie. Et avec la fibre, tout est possible. Bon, bref, il y a apparemment une actualité de ces transformations-là qui serait aujourd'hui plus approfondie. Enfin, comment vous vous situez par rapport à ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez appuyer aussi, même politiquement d'une certaine façon? Parce que de la même façon que d'autres appuyaient sur la France périphérique avec un agenda très, très précis, est-ce que vous aussi, là, dans le prolongement normatif de cette enquête, c'est quelque chose sur lequel vous voulez appuyer? Alors là, tu parles de l'exode urbain, hein, qui est effectivement beaucoup Ouais. commenté dans les médias depuis une année désormais. Alors, il faut Mm. se méfier avec ça, parce qu'on n'a pas encore d'éléments quantitatifs, on ne sait pas exactement combien de gens quittent les villes. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est ensuite commencer à typologiser les populations qui quittent la ville, parce qu'on peut faire l'hypothèse que… Donc déjà, c'est des choses qui étaient en train d'arriver. Ce n'est pas une vraie nouveauté. Il y avait depuis 4-5 ans un renouveau de certaines campagnes. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va effectivement réenclencher des dynamiques de rééquilibrage territorial, ou bien est-ce que ça va simplement durcir les inégalités? Parce que la France périphérique, ça n'existe pas. C'est une mosaïque de territoires qui ont des vitesses différentes. Et dans le monde rural, il y a énormément de territoires qui s'en sortent très bien, notamment les territoires des littoraux ou des espaces agricoles d'agriculture intensive à très, très haut rendement. Donc, on va avoir des agriculteurs riches, hein, des vignobles, etc., etc. Donc, il y a également tout ça dans ce qui est subsumé trop rapidement en termes de France périphérique. Ce qu'on voyait depuis quelques années, c'est qu'effectivement, il y a des territoires ruraux et des petites villes qui sont réinvestis par des populations en rupture avec la ville, avec la métropole en surchauffe, qui ne peuvent plus se loger, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est regarder plus précisément qui est-ce qui va partir. Est-ce que le cadre en télétravail qui va quitter Paris pour avoir une résidence secondaire et venir régulièrement, s'il se contente de se faire livrer sur Amazon des colis tous les jours et de ne pas avoir de rapport au territoire autre que ça, il ne va rien redévelopper du tout, il ne va pas enclencher de dynamique de renaissance, hein, du territoire. Par contre, c'est vrai qu'on observe, alors ça reste à prouver, hein, mais qu'on observe sur plusieurs territoires qui ont des traditions de déclin qui remontent au 19e siècle, hein, sous l'effet de l'exode rural, comme les Cévennes, les Corbières ou les Vosges, hein, qui voient effectivement depuis quelque temps des populations arriver et qui ont l'air d'être dans une dynamique, cette fois-ci, de transition rurale, c'est-à-dire de rupture avec la ville et de changement d'activité pour reprendre, par exemple, des activités commerciales en déshérence, des friches, ou pour se lancer dans des activités artisanales ou agricoles ou d'élevage, etc., etc. Donc là, c'est des choix de vie qui sont marquants, qui correspondent également à des parcours de vie. Généralement, c'est les mêmes profils, avec des gens qui ont été en burn-out à 30-40 ans et puis qui vont se reconvertir, etc., etc. Là, c'est une force sociale qui pourrait effectivement donner des résultats beaucoup plus intéressants en termes de développement que l'attraction des cadres en télétravail ou des retraités qui vont simplement générer une activité résidentielle, hein, qui ne va pas entraîner un nouveau modèle. C'est un peu tôt pour le dire. Ça nous intéresse et on travaille justement là-dessus actuellement. On espère avoir des résultats dans quelques mois. On verra. Voilà. Oui, bien merci. C'est sur cette note attractive, à mon goût, qu'on peut finir ce webinaire. Bah, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer les lignes de force de ce volume qui me paraît vraiment. Enfin, voilà. Bon, je recommande la lecture, hein, qui est ici. Et donc, je vous dis à bientôt. Et encore merci d'avoir échangé avec moi ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne Ciao. soirée. Merci bien. Merci à vous.